Oh! Oh, y'a quelqu'un? Putain, mais je suis encore tombé où? Merde. Bon, lumière. Oh, pas tant que ça, vas-y, ou sur le côté. Désolé. Texte. Prêt? Alors tu peux allumer la caméra. Action! Bonjour et bienvenue sur notre nouveau concept. Je te dérange ou Désolé, je m'installe. Je disais donc bonjour et bienvenue sur notre nouveau concept où nous parlerons et nous vous analyserons des sagas cinématographiques. Les sagas, ce sont ces fameux films qui, par ces suites, se voient la notoriété exploser ou soit complètement détruite. Alors avant que ne déferlent des commentaires du genre oui mais non, vous êtes une chaîne de gomme manga, je vois pas pourquoi vous cherchez à aller vers des films, je tiens à vous préciser que l'équipe Mac était là pour nous tourner progressivement vers des films. Ainsi, nous comptons parler de films, nous comptons parler de séries, nous comptons parler de manga, pourquoi pas nous tourner vers des sujets qui seraient relativement intéressants pour nous. C'est ainsi que je vous souhaite la bienvenue sur... Cette série de vidéos va vous présenter des films que nous aimons, Évidemment. ou pas. Ou non, quand il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Et quoi de mieux de commencer Sagasphère que par ce qui n'est pas une saga. Waouh, quel twist! J'ai presque peur et été surpris. C'est sûr que c'est pas du tout écrit comme titre de la vidéo. Alors, Simon Pegg et Nick Frost Pourquoi Simon Pegg et Nick Frost? Pourquoi pas l'inverse? sont deux Britanniques aujourd'hui grandement connus pour avoir joué dans les films dont nous allons parler, mais aussi dans la sitcom Spaced ou Les Allumés, en français datant de 1999 et qui connaît sa fin en 2001. Donc, 2 saisons. Écrite par notre Simon Pegg et réalisée par le fameux Edgar Et Wright. c'est absolument pas ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. En effet, ce qui nous intéresse aujourd'hui est ce qui a fait leur succès. C'est ainsi que nous nous intéresserons que très peu à la filmographie ou même la vie en général du vénérable Edgar Wright. Les puristes vont gueuler! On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Bref, ils se font connaître grâce à Spaced, mais également grâce à l'humour décalé de la série. L'écriture de Simon Pegg a toujours été très intelligente et humoristique, tapant tantôt de l'absurde, style qui ne quittera alors jamais, mais également tantôt dans des films pleins de bon sens, nous posant sa morale à la fin. Ainsi, il arrivera à émouvoir, nous laisser perplexes quant à certaines de ses œuvres ou même poser des questions existentielles aux spectateurs. Le mec il sait tout faire quoi, il est acteur, humoriste, scénariste, producteur, réalisateur et chanteur. Beau palmarès! Je te le fais pas dire. Il commence sa carrière dans le cinéma en 1995 et a actuellement une filmographie aussi longue que mon bras, ce à quoi je vous laisse l'entière satisfaction de regarder par vous-même. Il faut savoir qu'il est tellement connu maintenant qu'il a joué dans des œuvres telles que Star Trek ou Mission Impossible, qui sont comme vous le savez des sagas qui ont façonné notre histoire cinématographique. Bref, passons maintenant à la carrière de Nick Frost qui Ça va. n'a rien à envier à son collègue. Il débute avec Simon dans Space, bien évidemment, mais au grand écran avec Shaun of the Dead, film tellement populaire qu'il lancera toute sa carrière dans la cinématographie. Ainsi, il jouera bien plus tard dans des œuvres telles que Tintin, C'était pas belge, Tintin? Succès international. l'adaptation de Blanche-Neige au cinéma, Star Trek lui aussi, ainsi que dernièrement Tomb Raider. Donc lui, c'est plus dans l'adaptation qu'il est. En effet, si sérieusement des personnes ne les connaissaient pas, je vous oblige à aller regarder leurs films, genre tout de suite quoi, car la plupart sont vraiment excellents, genre les excellentissimes Absolutely Anything ou Kill Me Three Times pour l'un, ou même Attack the Block pour l'autre. Dans la trilogie des Cornetto, chacun rend un hommage à un style de la pop culture. L'un le style de l'horreur, l'autre le style policier et le dernier le style lié à la science-fiction. Si nous ajoutons Paul, qui n'est pas réalisé par Edgar Wright mais par nos deux humoristes, Ainsi, nous constatons que celui-ci garde le même style d'écriture et par son humour émet des clins d'œil au film d'Edgar et qui lui serait donc un hommage au film d'Alien. Mais les aliens, c'est aussi de la science-fiction. exact, mais Paul étant sorti bien avant le dernier Peuple avant la fin du monde, à mon sens, il rend un hommage bien avant le dernier de cette trilogie. Ouais, ok. Dans tous les cas, je tiens à préciser que le style road trip de ce film en fait plus une référence au style d'aventure. Donc le premier sorti en 2004 n'est que le début d'une saga de films pour le moins référencés, comme par exemple les multiples clins d'œil aux films de zombies l'ayant inspiré. Il est l'un des pionniers à avoir lié le style du zombie à de l'humour, cela a déjà été fait avant, mais à mon sens, comme au sens de beaucoup d'autres comme Stephen King ou Quentin Tarantino, est celui qui a le mieux fusionné les deux genres. Donc, Sean et Ed sont des prolétaires qui peinent à payer leur loyer et s'en sortir. Comme beaucoup trop de monde. Ils partagent leur majestueux appartement avec leur Ami, Pete. Pete qui servira dans notre histoire à introduire les zombies dans un magnifique plan. Je me suis fait mordu et je me suis pas arrêté pour leur demander pourquoi. Notre personnage principal est Sean, incarné par Simon Pegg, qui se trouve être un protagoniste borné et fatigué par son boulot et sa vie plutôt monotone. Il travaille en tant que vendeur dans un magasin d'informatique, il est le plus vieux de son équipe, sort tous les soirs au Winchester, un pub dans lequel il est devenu habitué. Il est amouraché à Liz, qui elle partage son appartement avec ses deux meilleurs amis, David et Diane, un couple un peu perdu. Une comédienne ratée et un pauvre con. Ah bah t'es dur avec quand même. C'est pas moi qui le dis, mais apparemment Sean
Sean lui-même. Une comédienne ratée et un pauvre con. Oh, t'es un peu dur. Ce sont tes mots. J'ai jamais dit que Diane était une comédienne ratée. Donc, un matin, alors qu'il commençait sa journée répétitive et malgré les nombreux signes qui se trouvaient sur son chemin, il découvre enfin ce qui se trame autour de lui. Il sort de chez lui, va se chercher une glace et une boisson sans remarquer les traces de sang sur la vitrine. Les traînées de sang par terre, sur quoi il glisse carrément. Il laisse l'argent qu'il doit sur le comptoir sans trouver le vendeur, dans un effet comique très réussi, et finit par rentrer chez lui en refusant de donner de l'argent à un SDF déjà devenu zombie. Cette journée va dégringoler émotionnellement jusqu'à les emmener en enfer. Métaphoriquement parlant. Puisque, vu l'état de sa maison et tous les projets qui tournent dans sa tête, comme récupérer sa petite amie Liz, sa mère et son beau-père afin de se protéger, il part donc à l'aventure. Il trouve avec Let Dead l'endroit parfait pour les protéger, le pub, le Winchester. Après la première transformation en zombie du film après Pete, nous retrouvons nos personnages pris dans une situation quelque peu difficile puisqu'ils n'ont plus de voiture. On attendra seulement une petite heure de film avant d'arriver et c'est bien entendu là que les choses se corsent. Alors qu'ils pensaient se poser, à siroter une bonne bière et manger des cacahuètes, la maladresse des protagonistes les empêchera de survivre très longtemps. Sean a compris que les zombies étaient très lents et pensait pouvoir les semer lors d'une scène nous suggérant qu'il les avait éloignés. Or, les zombies l'ayant suivi, ils encerclent nos survivants et finissent par être interpellés par une bande d'arcade. Puis le jukebox joue en Queen. C'est à partir de cet instant que les 20 prochaines minutes vont être consacrées à la mort de chacun d'entre eux, tous sauf Sean et Liz. Et oui, en réalité, je ne sais pas si cela a été assez clair, mais ce film est bien une romance comico-horrifique. L'humour est un point central dans ce film, il est souvent accentué par le montage, la personnalité des personnages ou par le contexte de la scène. Simon Pegg met un point d'honneur à trouver un personnage plein de charisme en étant plutôt normal et d'une certaine façon humoristique sans qu'il soit lui-même convaincu d'être drôle sur telle ou telle scène. Il s'est créé dans ce film un personnage auquel tout le monde pourrait s'identifier dans sa routine quotidienne, insatisfait de sa vie et même ironiquement incapable de satisfaire sa petite amie. En témoigne la scène de rupture. Et qu'est-ce que je devais faire d'autre encore? Ça ne suffit pas, Sean. Il essaie d'être attentionné et de changer pour le bien de son couple, en témoigne le fait que Liz attend de lui qu'il arrête la bière et se mette au vin, qu'elle veut qu'il arrête de fumer ou beaucoup d'autres ultimatums. Comme vous vous en doutez, le film fut un énorme succès commercial car il lui rapportera un peu plus de 30 millions de dollars américains au box-office, ce qui était à l'époque plus que bien car son budget initial était de seulement 4 millions de dollars. Budget donc très correctement rentabilisé. Et pourquoi seulement, me diriez-vous? Je vous répondrai que le budget de ce film est minimalisé comparé à tous les autres. Bon, sinon t'as fini ton monologue? Pourquoi? Bah je veux dire que je me fais chier à t'écouter déblatérer depuis 15 minutes là, voilà. Hein? Mais n'importe quoi. Paradoxe, la vidéo n'est pas sortie puisque nous sommes en tournage là. Bon, y avait-il quelque chose sur lequel t'aimerais rebondir peut-être? Pas tellement, mais dans tous les cas on ferait mieux passer au deuxième film sinon la vidéo sera trop longue. Bah dans tous les cas, j'avais pensé que ce serait à toi de faire le second film de toute façon. Ah bah tant mieux, si c'est pour avoir un synopsis et une analyse si peu fournie, prends-en de la graine. Donc nous continuons avec ce qui est pour moi le film le plus intéressant. Putain, quoi? Le plus intéressant. Je trouve justement que c'est peut-être le moins intéressant de tous en fait. Et pourtant c'est le plus intéressant. Car dans sa conception, on ne raconte pas qu'une histoire bateau et simpliste au possible. Bah dans Shaun of the Dead, on ne raconte pas une histoire bateau et... Bon tais-toi, je t'ai écouté pendant 15 minutes mais maintenant c'est à moi de parler, ok? Mais chut! Donc Hot Fuzz, sorti en 2007, est comme dit plus tôt, le film le plus intéressant de notre sélection aujourd'hui. Dans sa manière de voir les films policiers, il se révèle être plus un film parlant de complot que d'autre chose. Alors, directement, le film commence par la présentation de notre personnage principal ainsi que tous les mérites de l'agent de police Nicholas Angel dans une séquence accélérée. On nous dit qu'il est né et a étudié à Londres, diplômé de l'université de Canterbury en 93, licence en politique et en sociologie avec grande distinction. A fréquenté le collège de formation policière de Hendon. Bon, on va pas faire tout le CV, mais nous constatons par son montage de début que la voix off nous mérite les bienfaits de notre agent. Selon lui, Nicolas est le meilleur policier de sa région. Il ne se gêne tout de même pas à lancer une pique en rappelant qu'il s'est fait trancher la main par un Père Noël. Parce que c'est drôle, mais c'est aussi un petit peu la seule chose sur laquelle il peut se foutre de lui, hein. Le film continue par sa promotion où il est devenu lieutenant, À la campagne. embelli par un effet comique des plans accélérés du monteur. Il prend un malin plaisir à faire débarquer les personnes plus haut gradées une à une dans la pièce pour régler le petit différend de Nicolas. Pour élargir l'effet absurde de la situation, l'argumentaire principal de ces nouveaux personnages sont qu'il est vraiment trop bon dans son job. Ils ne peuvent pas se permettre de le garder dans les rangs sous risque de démotivation de ses collègues. En tout cas, ma logique m'a fait comprendre ça. Il s'ennuie quand il est là, la preuve quand Nicolas demande leur avis alors qu'ils ont mis en ordre une banderole Bonne chance Nicolas. Avec bien sûr un effet malaisant quand on regarde chaque visage de plus près. Dans son incroyable chance du jour, Il rejoint sa petite amie à son travail pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sa petite amie qui paraît insensible face à la situation et qui a même l'air de s'en réjouir, lui avouant quelques secondes plus tard qu'elle se tape Dave se tenant juste derrière elle. Dans cette séquence, nous apprenons alors que Nicolas est un obsédé par son travail, ne prenant même pas le temps de s'intéresser à la rupture qui se dresse devant lui car il est là à observer la scène de crime et trouver des indices. S'ensuit une magnifique transition de son voyage vers le lieu de la campagne désignée, le repérage du gîte où il va séjourner, la connaissance avec une nouvelle protagoniste. ou antagoniste, je sais pas. Trop occupé aux mots croisés, elle ne se rend même pas compte de l'arrivée de Nicolas qui dans un effet comique absurde lui donne la réponse. Ne
prouvant ainsi son intelligence. Le film continue alors dans ce nouveau village de campagne où il règne une tension plutôt palpable et un désordre chaotique. En témoignage, la bande de mineurs buvant de l'alcool dans une auberge où notre Nicolas se tient. Ne supportant pas la vision de tous ces adolescents se mettre une mine, ils virent tout le monde, ne restant plus que Simon Pegg et Nick Frost, les deux qui ne se connaissent même pas encore. Il l'arrête d'ailleurs quelques secondes plus tard car Nick Toujours sans nom, tentait de rentrer en voiture. toujours bourré. Il l'emmène au commissariat ainsi que quelques autres personnes. La moitié du village Et ne se rend compte le lendemain que Nick... était policier lui aussi. Et oui, car le village n'a que faire des jeunes délinquants et trouve qu'il y a bien pire dans la vie. Ce sur quoi je vais pas me prononcer parce que... voilà... Il fait donc la connaissance avec ses collègues, la boîte à gros mots, une nymphomane chelou et autres personnes cheloues. Il devient un peu une idole pour Danny Butterman, donc interné par Nick Frost, Il n'y avait pas tellement besoin de le préciser. et est même devenu son coéquipier de travail. Ces innombrables questions prouvent que Nicolas n'est pas un cinéphile. Ainsi qu'il est tout de même bien patient et tolérant. Il se fait bisuter par ses collègues, reçoit les missions les plus merdiques du police game mais garde une attention à toute épreuve et ne se dérange même pas pour apprendre les ficelles du métier à Danny. Il nous prouve qu'il est un grand sportif puisqu'il course un voleur après avoir été dans un magasin. Et évidemment après nous avoir montré toute l'étendue de ses capacités d'acteur. Je veux parler de lui. Ça va, Danny? Ça va, Peter. Vous connaissez cet homme? C'est le fils de Tante Jackie et de son beau-fils Paul. Et ça ne vous a pas semblé utile de me le dire plus tôt? Je voyais pas son visage et je ne suis pas que des yeux. Et ainsi découvrir que son karma est vraiment merdique. S'ensuit une poursuite avec un effet comique très bien géré. Là où nous apprenons que ce monsieur joue dans une pièce de Théâtre musical pièce à laquelle Nicolas et Danny vont devoir assister. et ainsi récolter inconsciemment des indices. Et oui, car 2 secondes après, Décapitation. ses collègues ne croyant pas à l'assassinat, notre duo démontre pourtant avec preuve le contraire. Bon bref, on va passer les détails qui meublent le reste du film. La vie monotone des protagonistes sans grand intérêt donnant la profondeur à l'œuvre, et on va s'arrêter qu'aux détails essentiels. Comme par exemple la relation qu'entretient les personnages de Nicolas et Danny, qui se complexifie grâce à la nouvelle culture cinématographique qu'ils s'infligent, ou encore le fil rouge du scénario. Le meurtre. Les homicides se suivent après la décapitation, nous avons l'explosion suite à Une fuite de gaz. les villageois prenant la côte accidentelle bien que les preuves s'accumulent. Selon eux, ils ont un village très tranquille et le manque de preuves ne suffit pas pour affirmer cela. Jusqu'au meurtre par cisaille. Où Nicolas est témoin de la scène et est convaincu de la tuerie. Logique. L'enquête continue et il découvre enfin par déduction Et un peu trop tardivement. que ces homicides sont faits par plusieurs personnes. Et oui, il n'y avait pas qu'un seul antagoniste. C'était pourtant très évident. Il finit par se faire attaquer là où il réside et commence enfin à comprendre ce qu'il se trame. Le film dépense bien son budget à nous faire des scènes explosives et nous en met plein les mirettes. Même si je persiste à dire que ce coup de poing n'est pas si méchant que ça pour qu'il ne puisse pas se relever dans la seconde, qu'une bonne partie du budget a été dépensée à la réalisation de ce plan, et que cette explosion est largement suffisante pour tuer tout le monde dans le commissariat. Ainsi que tout le voisinage. En effet, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais je persiste à croire que ce n'était ici que pour appuyer un effet comique de fin, mais aussi pour tout simplement oser. Ouais. Le film est lent, tel un réel film de policier ponctué par un montage rapide puis se laisse peu à peu envahir par un montage bien plus rapide. Pour ainsi découvrir un contraste plutôt flagrant. Le film nous raconte l'histoire d'une personne droite excessivement bon dans ce qu'il fait qui dégringole en émotion. Or, le film est réfléchi pour qu'il soit absurde et drôle, ce qui nous interroge sur les règles du comique. Un film dramatico-comique est un genre qui existe depuis longtemps. Mais qu'il soit réfléchi pour qu'il soit en plus absurde est une chose, à mon sens, qui est plutôt novatrice. Le réalisateur s'amuse de ses personnages, la preuve avec le contraste qu'il y a entre le sérieux de Nicolas et la maladresse de Danny. Nicolas se fait interpeller toutes les 2 secondes et est toujours pris à droite à gauche. Il se fait harceler par ses collègues car il croit à un véritable complot. Il nous livre sa dégringolade en enquêtant seul de son côté. On a de la compassion en le voyant. Son obstination forge le respect. Le film nous livre aussi beaucoup d'indices afin d'élucider de nous-mêmes le mystère qui plane. Par exemple, Les personnes au début du film avec leur talkie-walkie. Les villageois les plus cramés de l'histoire du cinéma, quoi. le fait qu'il ne s'indigne pas pour des crimes mineurs. Ce film est policier mais nous montre aussi toute l'envergure que pour avoir un aussi énorme complot dans un si petit village. Le complot est tel qu'il n'hésite pas à tuer de sang-froid ses villageois. Pour le bien collectif. Comment ça peut être pour le bien collectif? Que chaque personnage a sa part de mystère qui l'entoure et peut lui aussi faire partie du complot. Le film est très intéressant, de sa manière d'aborder ses thèmes et les exploiter, sa manière de faire des tonnes sur quelques scènes d'action, de son montage liant à la fois l'absurde au sérieux et au dramatique. Les personnages de Nicolas et Danny sont très intéressants. Le cas de Danny nous montre une personne sage qui boit un peu, bourré de maladresse et d'incivilité. Il est peu intelligent mais s'attache vite à Nicolas. Son personnage va changer de camp et même se retourner contre le complot que son père a créé. Il a un personnage attachant qui est stupide mais jamais trop excessif dans l'absurdité. Un personnage sans qui Haute-Feuze n'aurait jamais vu le jour, car la liaison entre Nicolas et Danny est un point Un culminant. peu comme tous les autres films que nous présentons aujourd'hui, non? Certes, mais dans cet opus, leur relation est attachante, grandissante, et les deux personnages ne demandent qu'à se découvrir. Là où dans Shaun of the Dead ils sont amis depuis l'enfance et où Shaun commence à saturer du comportement de son ami, là où dans Pearl ils travaillent ensemble et une relation très forte dès le début qui commence peu à peu à se complexifier avec l'arrivée de Ruth. Ou encore là où dans le dernier pub avant la fin du monde ils sont amis d'enfance, se perdent de vue et où le personnage de Nick ne veut même plus entendre parler de celui de Simon. Non, ici les deux personnages ne se connaissent pas et on peut assister à l'évolution de leur amitié. En effet, les liens qu'ont ces deux acteurs dans tous leurs films est une chose importante et à ne pas les négliger. Mais je pense que la relation qu'ils ont dans Hot Fuzz est si différente qu'il en devient le film le plus intéressant. Bref, énormément de choses font que cette saga de 3 épisodes qui n'ont rien à voir avec les autres sont devenus connus. Notamment parce que chacun de ces films ont des clins d'œil entre eux. Particulièrement les fameuses scènes où ils sautent des cloisons en bois, les cornettos. Mais saviez-vous qu'il y avait une scène avec des caddies dans les deux que nous vous présentons maintenant? Ou encore qu'ils se sentent obligés de faire apparaître un pub dans chacun de leurs films? Voilà, c'était pour l'anecdote. Et si vous n'avez rien compris à mon synopsis, je laisse Nicolas conclure sur le sien. Sanford n'est qu'une fraude, Doris. Depuis les 20 dernières années, le village a été sous le contrôle de Frank et de son regroupement. Ils vous ont fait croire que vous habitiez un village parfait, et ils ont tué tous ceux qui menaçaient de changer ça.
Quoi de plus psychologique? Alors t'en as pensé quoi? C'est sûr, tu vas dans le détail, mais toi qui me parlais de longueur tout à l'heure, je dois dire que tu t'es beaucoup plus éternisé que moi. Hein. Et donc maintenant tu le trouves intéressant? Bien plus maintenant, c'est sûr. Mais pour ma défense, les films de zombies sont tous plus ou moins les mêmes. Tantôt ils ont un but fixé et ils cherchent donc à atteindre l'objectif avec des obstacles zombiesques. Tantôt ils n'ont pas de but fixé et le seul objectif est donc de survivre et de pouvoir trouver un endroit où ils pourraient se cacher de l'épidémie. Ce qui en soi je trouve redondant. Et donc voilà pourquoi tu penses qu'il n'y a plus grand chose à dire sur Shaun of the Dead. Mais je peux te prouver que je sais faire aussi de bonnes critiques. Hein. Et bah je t'en prie, à ton tour. Maintenant, on va vous parler d'un autre film avec un scénario bien plus tiré par les cheveux, mais aussi bien plus intéressant. Un film sorti en 2011 qui lui a bénéficié d'un budget bien plus conséquent que tous les autres. Une œuvre non pas réalisée par notre Edgar international mais par Greg Mottola, un réalisateur connu pour avoir créé des films tels que Supergrave ou Adventureland. Également reconnu pour avoir mis sur le devant de la scène des acteurs tels que Jonah Hill, Michael Cera ou encore Jesse Eisenberg. Sur Adventureland, il ajoutera à son casting des éléments tels que Kristen Stewart ou Ryan Reynolds. On s'en fout, on parle de Paul là. En effet, c'était juste pour préciser qu'il a travaillé avec des acteurs maintenant connus dans le milieu. Donc Paul, écrit par notre Simon et Nick habituel, Je tiens à préciser, est un film liant science-fiction et aventure qui, comme dit plus tôt, se distingue des autres, d'une part parce que notre duo sans la participation d'Edgar Wright, oui. mais également par le radical changement dans le caractère des personnages. Donc le film nous pose les bases en montrant son aspect violent en tuant un chien dès les premières séquences. Oui, par une soucoupe volante, là c'est plus un ovni, hein. C'est identifiable. C'est alors que nous faisons la connaissance de personnages principaux. Deux personnages fans de pop culture partis en road trip dans le but d'enchaîner quelques conventions, l'exploration de quelques monuments historiques. Parti en road trip pour... Ah oui, pour trouver l'inspiration afin de créer leur roman de science-fiction. Durant le road trip, ils rencontrent deux personnages qui vont devenir récurrents, car maladresse de propos et de gestes, ils attisent leur colère. Pendant ce qu'on appellera leur fuite, Ils font la connaissance d'un être pourvu du sens de changer leur vie à tout jamais. et j'ai nommé... Un cheval. Loin. Très très loin. Un chevreuil. Ah, presque. Un alien. Eh oui, et c'est une bonne réponse. Et si vous aussi vous avez réellement cherché ce que cela pouvait être, c'est que vous n'êtes pas très attentif. Paul. Paul, sans qui le film ne serait pas et qui nous a permis d'avoir une très majestueuse jaquette. Nous remarquons ainsi le courage de notre ami Clyde grâce à son évanouissement et son pantalon mouillé. Paul réussit à convaincre alors nos amis de l'emmener au point de rendez-vous, lieu où se trouve sa porte de sortie de notre si majestueuse planète. Objectif, check. Après leur illustre rencontre, Le film nous introduit les grands méchants, des soi-disant agents gouvernementaux à la recherche de ce dit Paul. Nous comprenons à partir de là qu'ils seront à la poursuite de notre mini-communauté en caravane. C'est ainsi que nous connaissons la véritable nature de leur boulot. romancier et illustrateur de romans cyberpornographiques. S'ensuit la petite pause de route, Sur une sorte de camping, là où ils font la connaissance de Ruth, une bande très chrétienne, et ainsi nous montrer l'incroyable coup de foudre entre elle et Graham. Durant leur soirée, ils se posent à caractère jonesque et binous, nous faisant comprendre quelques aspects de la vie de Paul. Ça fait plus de 60 ans qu'il est sur Terre et a eu de l'influence sur des décisions cinématographiques. Nous comprenons également que le gouvernement joue sur l'image de Paul, sur la culture populaire pour limiter la casse si les deux espèces venaient à se rencontrer. ouais, ça avait pas tellement d'importance dans le film. Mais je tenais à le préciser, parce que c'est marrant. C'est alors que cette fameuse Ruth se voit contrainte à prendre part à leur aventure devenue maintenant un voyage à 4. C'est ce qu'on appelle un kidnapping, là, hein. Pas de sexisme, check. Paul soigne l'œil borgne de Ruth, nous dévoilant un de ses nombreux pouvoirs avec pour l'instant l'invisibilité. Toujours suivi par le gouvernement ainsi que maintenant le père de Ruth, cette dernière devient de plus en plus rebelle, au point de reprovoquer de méchants du début et ainsi provoquer une bagarre de bar. Ruth y retrouve son père par inadvertance, le repère quelques secondes plus tard, partent mais se font poursuivre par les chasseurs campagnards beaufs et se font sauver par un Deus Ex Machina en la personne de Paul. Et ne serait-il pas un Deus Ex Machina sur pattes avec ses nombreux pouvoirs? Exact, c'en est bel et bien un. Nous interrogeons même sur le fait qu'il y aurait un mort chez nos protagonistes. En effet, il peut se mettre invisible, a des pouvoirs télékinétiques, peut soigner au point de faire revenir un mort et a des capacités de régénération. Et ne serait-ce pas une facilité d'écriture à ton avis? Et toi, est-ce que tu ne serais pas une facilité d'écriture que d'une personne qui rebondit aussi aisément, rien que pour rajouter du tonus à notre vidéo? Mais en effet, c'en est un. Mais là où c'est plutôt malin de l'avoir écrit comme ça, c'est que le film est fait pour être absurde, au point où les situations de ce genre font pas le mine face à une certaine complexité du scénario. 3 nichons. Ça, c'est énorme. Je m'explique. Le fait qu'un twist est souvent très visible à des kilomètres est un coup dur pour n'importe quel film. Ici, il est très bien géré et très incompréhensible aux premiers abords et bien caché jusqu'à la fin du film. La facilité qu'a le film à aborder ces Deus Ex Machina est là pour compenser la complexité de ce fil rouge. Mais il faut également préciser que notre Deus Ex Machina sur pattes a lui aussi des contraintes. Il doit retenir sa respiration quand il veut être invisible ou s'inflige les dégâts de chaque chose qu'il soigne, ce qui peut être mortel dans certaines situations. Bref, revenons-en au pitch. Nous constatons donc par la suite que Ruth ne s'interdit plus rien puisqu'elle se met à fuir
fumer sur le ouinge, elle use de grossièreté ou encore ne coince pas sur le fait de toucher les parties intimes de Graham. Je crois que je n'ai pas besoin de rappeler les règles du catholicisme, hein. S'ensuivent les différentes divulgations de leurs ébats sexuels, la suite de la course-poursuite, la rencontre de Tara Wilton, celle qui a vécu avec Paul au début de sa vie et... Stop. Le film est bon, très bon. Trop bon pour vous dévoiler la fin du film sans que ça nous gêne un minimum. Mais sérieux, tu nous fais qu'un rime de bâche? Ouais, mais c'est surtout que tous les films que nous vous présenterons aujourd'hui sont bons. Mais celui-ci particulièrement car je trouve qu'il s'en sort très bien sur la direction d'Edgar Wright qui est reconnu pour avoir fait de grands films. Ici nous avons deux personnages très immatures, ce sont des grands enfants. À l'inverse des autres où l'un est du style débile et l'autre plus mature. Deux amis se complétant dans l'immaturité, ils écrivent un roman cyberpornographique, sont tous deux très influençables, sont tous deux très trouillards. Contrairement aux autres films où l'un est toujours bien plus courageux que l'autre. Je prendrai comme exemple qu'ils se font prendre pour des gays durant tout le long du film, il faut dire également que leur réponse par rapport à cela fait plutôt faux. Il nous faut attendre que l'arrivée de Ruth pour être sûr de l'orientation sexuelle de Graham. Le film conserve ainsi le même côté absurde que ses frères et ainsi il s'inspire de ce qu'ils ont déjà fait avec Edgar Wright. Et là je prends comme exemple le personnage de Tara qui chaque fois qu'elle verra son protégé Paul perdra quelque chose. Ah, et les effets spéciaux sont très convaincants. Et je dis pas ça juste parce que c'est Seth Rogen qui joue Paul. Seth Rogen qui mérite à lui seul un épisode entier tellement je l'aime. Nous remarquons également que le personnage de Paul a les mêmes traits de caractère que son interprète, lui rendant un rôle encore plus crédible. C'était vulgaire et délirant dans tout ce qu'il fait. On constate aussi qu'ils terminent le film comme ils l'ont commencé, le vaisseau écrase quelque chose et Clyde et Graham deviennent eux aussi des références dans le monde de la littérature. Savoir faire une place à, disons, l'imprévu quand il se présente, c'est bien aussi. La boucle est ainsi bouclée. Alors? Franchement, pas mal du tout. Merci. J'ai particulièrement bien aimé l'analyse que je trouve que tu as bien approfondie, même si je trouve que tu te disperses un peu trop. Et je trouve aussi... Les gars, j'ai une super idée de vidéo, vous faites quoi là en fait? Vous êtes en train de tourner sans moi genre? Bah tu peux nous faire le prochain si tu veux. Et en fait c'est sur quoi? Les derniers peuvent avoir la fin du monde. Bon bah allez c'est parti hein. Donc réalisé par Edgar Wright. Ouais non, on part pas du réalisateur à part pour Paul parce qu'on va en faire une vidéo à part entière. Ah ok d'accord. Donc The World's End. La fin du monde! La fin du monde! Réalisé en 2013 avec un budget initial de 16 millions de dollars, est un film apocalyptique coécrit par Simon Pegg, nous met en scène les personnages de Gary King, interprété par Simon Pegg, Andy Kingsley, joué par Nick Frost, Stephen Prince, le personnage de Paddy Considine, Olivier Chamberlain, ou le maudit, fait par Martin Freeman. Bilbo! Ou le Dr Watson dans Sherlock, hein. Et Peter Page, incarné par Eddie Marsan. Ouais, on aime les synonymes. Bref, Le film débute déjà par nous poser les bases de sa contextualisation. Il commence par de la musique qui fait un peu vieillot, tout de suite coupée par une musique moderne. ce qui nous indique donc qu'il y aura beaucoup de références au passé des protagonistes. Il pose également les bases sur le but à atteindre en nous introduisant les personnages, le baraton et le fantasme de Gary et Thomas Lau. Donc Gary en jeune. De le recommencer. Gary, toujours immature, est devenu alcoolique avec le temps, ne travaille toujours pas et veut profiter de sa vie. Il retourne retrouver ses anciens amis afin de refaire donc le baraton. Il rend visite à chacun d'eux, tous sceptiques sur le fait de retenter. Par la force de persuasion, ils se rendent donc à Newton Haven, leur ancienne bourgade d'adolescence au sein de la voiture, la Bête. Celle appartenant à Gary durant son adolescence, anciennement celle de Peter. Ils débutent leur périple par le premier bar où ils dégusteront leur première binouse, Scène qui nous introduit le fameux baraton, ainsi que le personnage de Sam, ex de Gary. futur amant de Steven. Ainsi que la tendance de Gary à mentir pour parvenir à ses fins, notamment sur sa mère soi-disant morte. Bref, l'aventure continue, deuxième bar, puis 3. Et c'est là que nous nous arrêtons pour s'attarder sur ce qui va être le retournement de situation du film. Gary s'en va aux toilettes, déçu du comportement de ses amis. Eux-mêmes, déçus de son comportement, Il s'énerve après avoir glissé sur du pipi fraîchement étalé sur le sol, et un jeune débarque et se combat contre lui après s'être énervé parce qu'il ne répondait pas. S'ensuit une bagarre avec ce qui peut s'interpréter par le reflet de leur jeunesse. Combat rejoint donc par tous les protagonistes et les amis du jeune homme. Corps démembrés, ils sont apparemment constitués d'encre. ceux qui ont fait des créatures cheloues. Gary et ses amis prennent peur et décident de se faire discrets, mais de continuer le baraton. La logique est ça fait deux. Le film devient là une enquête dont le but est de comprendre ce qu'il se passe. C'est au prochain bar qu'il se trouve un de leurs anciens amis, qui est également leur ancien dealer de shit. Depuis que je refume du shit, j'ai oublié mes rêves. Il dévoile alors que la ville est envahie de Robots parce qu'ils ne savent pas tellement comment les désigner. qui aurait répliqué chaque habitant. Bon, après le film est assez répétitif. Le protagoniste se bourre la gueule, font le baraton, se combattent de temps en temps, perdent des amis jusqu'à ce que ceux-ci se terminent aux allures d'apocalypse. L'intrigue avance bar après bar ambiant après boîte de nuit. Gary veut qu'on continue le baraton dans la mesure où ils savent ce qu'on fait, mais qu'ils savent pas que nous on sait ce qu'ils font. Et pour tout dire, aucun de nous n'a eu de meilleure idée. Alors merde. Voilà, qui résume très bien le film.
Bon, le film est très intéressant. Nous avons un film très référencé sur le passé de nos protagonistes. Un lien durant tout le film entre deux périodes, leur jeunesse des années 90 et leur vie d'aujourd'hui. L'œuvre est très rythmée. On a un montage très rapide et dynamique qui devient un peu plus lent lors de sa résopocalypse. Gary est un personnage excentrique, immature, a un tatouage sur le torse de son groupe préféré, ressort de sa bande par le fait que les autres sont soignés et bien coiffés et que lui non, pour ainsi signifier son côté déjanté. Ils ont des vies bien rangées, ont des femmes et des travails, lui n'a rien de tout cela et continue à vouloir une vie libre où rien ne pourra entraver son entêtement à être ce qu'il est. We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Une personne totalement immature et révoltée. Les bars sont petits au début et deviennent de plus en plus gros, ce qui nous fait avancer avec la bande dans l'histoire. Nos protagonistes ne reconnaissent pas leurs anciens compagnons, ce qui est un indice flagrant sur l'invasion. Les robots sont capables de répliquer tout le monde grâce à de l'ADN, réussissent à répliquer les morts, des versions jeunes d'eux-mêmes, afin d'avoir un maximum d'emprise sur la ville. Nous avons également beaucoup de combats, très correctement chorégraphiés. Bon, on passera le fait que quand un robot se fait arracher le crâne devient subitement un mannequin en plastique alors que durant le combat, les têtes se cassent. Et également l'effet tardis de ce bar qui semble avoir des kilomètres de profondeur, défiant toute logique vu l'installation massive de la chose. Et bien évidemment, l'abandon un peu trop facile à accepter de capituler de la part du réseau, nous laissant dans un monde devenu chaotique, nous redescendant à l'époque où la technologie n'existait pas. Ce qui est probablement pour des prises de facilité d'écriture, mais je me demande surtout si c'est pas un doigt d'honneur au studio qui essaye de se casser la tête pour pas grand chose. Je dis ça surtout par l'aspect absurde du film tout en restant sérieux. Ce qui est donc une marque de fabrique de notre duo. Bon voilà, j'ai fini hein. Ouais, tu nous fais la conclusion globale des films ou quoi? Bah n'étant pas là depuis le début, je suis pas sûr d'être apte en fait. Tac, bah je vais la faire alors. Ouais mais non, toi t'as déjà eu 2 films alors que nous on a eu un film chacun et vu que je suis là depuis le début, c'est à moi de le faire. Ok mec, pas de soucis. Bon, notre duo iconique sont des adeptes d'un humour très anglais. Bah tu m'étonnes vu qu'ils le sont. J'avoue. Et donc d'un humour qui avec eux marche très bien. Ce sont des fans de cinéma et de pop culture comme le prouve leur œuvre et sont très friands de films en tout genre. Ils aiment lier leurs films et prendre exemple sur ce qu'ils ont déjà fait. Par exemple, les 4 films nous offrent des accidents de voiture. Là où la plupart des budgets partent. Les 4 posent les bases quant à leur objectif dès le début qui les font bouger en permanence. Tous nous présentent des personnages avec des vies plutôt monotones qui nous donnent pitié d'eux. Qui rend propice à l'empathie sur chacun des personnages. En effet, bref. Tous ont un final épique avec la nécessité d'avoir un gros budget. Et dans Shaun of the Dead, on nous dit que les chiens ne peuvent pas lever les yeux. Et dans Paul, nous en voyons un le faire. Mais également, nous constatons que Simon Pegg et Nick Frost sont 2 personnes complètement généreuses. Le dernier pub avant la fin du monde ont le même casting que Shaun of the Dead. Les films sont penchés dans le genre apocalypse. Hot Fuzz reste le plus différent des 3 et qui est le plus dans le cadre d'une enquête. Paul a un aspect sur l'enquête du côté de l'ennemi. Là où le dernier pub est Shaun of the Dead ont cet aspect lorsqu'ils se rendent compte que l'apocalypse est en train d'arriver. L'aspect chaotique du village à la fin d'Hot Fuzz fait tout de même penser au style apocalyptique avec sa fin, ce qui me fait dire qu'ils ont un rapport avec le style apocalyptique dans le sang. Nos 2 comédiens ont également une approche de la science-fiction très fanatique, en témoignage le fait qu'ils ont tous les 2 joué dans Doctor Who. Ah oui, Doctor Who. En bref, ils font des bons films, regardez-les sans retenue, et si franchement vous n'avez vu aucun, faites-le sur le champ. Oh les gars, ils ont prévu d'en faire un autre. Oh putain. Oh la vache, c'est trop bon ça. Did nothing, sleeping, thinking, hanging around. I left the dark streets of September as the air was cooling down. Oh yeah, it was cooling down. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour sortir de ce merdier? Je médite. Ah ouais, ça c'est bien ça. Et la porte, t'as pensé à la vérifier? Quelle porte?